السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers retrouvés encore une fois, toujours chaîne, le consacré à la correction de l'examen national de baccalauréat. La science mathématique, sciences mathématiques A. On a déjà la correction en partie de 2010. La session est dans la session de rattrapage. On a consacré l'institution à la restitution de connaissances et on a aussi corrigé la première partie de l'exercice 1 portant sur le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. On a corrigé la première partie et il nous reste la deuxième partie et aussi on va entamer aussi l'exercice 2 portant sur l'étude quantitative de la variation. L'exercice 3 porte sur la génétique de population et comme vous le savez, la génétique de population fait partie pour cette on continue la question. Donc, la bêta-thalassémie se caractérise par une anomalie de synthèse de la chaîne bêta de l'hémoglobine. Le document 2 représente deux arbres généalogiques de deux familles dont certains membres sont atteints de cette maladie. Donc, ça concerne la transmission des caractères héréditaires. Je vous rappelle que la génétisation fait partie de la science seulement les de la vie et de la on continue de l'exercice, la deuxième partie sur la transmission des caractères héréditaires et lisons bien une lecture attentive de l'énoncé. La bêta-thalassémie se caractérise par une anomalie de synthèse de la chaîne bêta de l'hémoglobine. Le document 2 représente deux arbres généalogiques de deux familles dont certains membres sont atteints de cette maladie. Question 3. En exploitant le document 2, A. Déterminer en justifiant votre réponse le mode de transmission de cette maladie. Ça veut dire est-ce qu'il est dominant récessif, responsable de la maladie, est-ce qu'il est porté par un chromosome sexuel ou non sexuel. B. Connaît les génotypes des individus 1, 1, 3, 2 et 3, 6. Donc, utilisez le symbole N, grand N et petit n pour l'allèle responsable de phénotype normal et le simple grand T, le symbole grand T ou petit t pour l'allèle responsable de la maladie. Quatrième question, calculez en justifiant votre réponse la probabilité pour que chacun des deux individus 4, 8 et 4, 9 appartenant à deux familles soit hétérozygote. Dans le cas du mariage des individus, des individus 4, 8 et 4, 9, calculez en faisant d'un échiquier de croisement la probabilité d'avoir un enfant thalassémique. Et on commence la correction. La réponse sera la première question. La question qui on explore le document de notre le 2 déterminer en justifiant votre réponse le mode de transmission de cette maladie. Donc là, nous devons voir le document. Voyez-vous le document? Donc pour déterminer le mode de transmission, on a besoin de repérer dans l'arbre généalogique une famille. Donc si on trouve des parents sains
on donnait un enfant malade, on dit que la maladie elle est récessive. L'allèle responsable de la maladie est récessive. Si, par exemple, on trouve des parents malades et on donnait un enfant sain, on dit qu'il est dominant. L'allèle responsable de la maladie est dominant. On trouve que la maladie affecte toutes les générations. Dans notre cas, voyez-vous, on trouve que la maladie n'apparaît pas dans une génération, alors qu'on trouve qu'elle apparaît dans la génération suivante. Donc, il suffit de repérer une famille, donc des parents ici, 3-1, 3-2 par exemple, sont sains, on donne un enfant 4-4 qui est malade. Et donc, on dit tout simplement que la maladie est responsable, la maladie est récessive. On donne des phrases, parents sains 2-1 et 3-1 pardon, et 3-2 ont donné un enfant malade, 4-4. Donc, l'allèle responsable de la maladie est récessif. Maintenant, est-ce qu'elle est portée par un chromosome sexuel? Donc, comment on fait? Donc, on commence par Y, puis on passe à X. On dit si on n'est pas porté X, on dit par un chromosome non sexuel ou mâle. Alors, sur la généalogie, on est dans un cas où la maladie elle est récessive. Et rappelez-vous, on repère pour le cas de récessif, par exemple, une femme qui est malade, par exemple ici, une femme malade. Donc, pour Y, tout d'abord, pardon, pour Y, est-ce qu'il est porté par un chromosome Y? Qu'est-ce que vous observez dans l'arbre généalogique? Qu'est-ce que vous allez me dire? Pour Y, normalement, Y se trouve seulement chez les garçons. Il n'existe pas chez les filles. Les filles XX, alors que les garçons XY. Donc, puisque l'affecte aussi les filles, on dit que la maladie n'est pas, le gène responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome Y. Si on trouve un homme ici qui est le père sain et a donné un fils qui est malade, si ça confirme qu'il n'est pas porté par Y. On passe à X. Est-ce qu'il est porté par X? On a dit pour X, il faut repérer une femme qui est malade, qui a donné par exemple une femme malade s'il est porté par X. Donc les deux X portent l'allèle responsable de la maladie. Et donc obligatoirement, tous les garçons d'une mère malade sont malades. Alors que si on prend l'exemple de la première famille, ici, les parents 1 et 2, donc la mère 1 a donné un fils de 1 qui est sain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, donc il n'est pas respecté et donc n'est pas porté par le chromosome X, n'est pas porté par Y, il est porté par Y, on dit qu'il est par le chromosome. Non, on exprime par des phrases maladie non liée au sexe. La maladie affecte les filles ou autre raisonnement, l'individu 4-6 ou 4-10 est atteint et issu d'un père sain, donc la maladie n'est pas liée au chromosome Y. Ou si X, l'individu 2-1 est sain est issu d'une mère malade, donc la maladie n'est pas liée au chromosome X. Et donc, il est porté par un chromosome autosomal et il est récessif. Comme ça, on arrive à répondre à la question qui est de détermination, donc déterminer le mode de transmission. Donc, le mode, c'est ce qui est dominant ou récessif et ce qui est porté par un chromosome sexuel ou non sexuel. Passons maintenant à la question suivante. Troisième, donner les génotypes des individus 1, 3, 2, 3, 6. Revenons sur l'arbre généalogique. Voyons 1, c'est une femme, un individu qui est malade, et puisqu'on a dit qu'il n'est pas porté par le chromosome sexuel, on parle tout simplement d'un individu qui est malade et qui a donné, il est malade et qui a donné des enfants, donc un enfant qui est sain, donc l'allèle responsable de la maladie, il est récessif,
Donc, normalement, puisqu'il est récessif, sans voir les descendants, normalement, le récessif n'apparaît dans le phénotype, c'est les exemplaires, c'est-à-dire elle est homozygote. Normalement, récessif n'apparaît que c'est les zygotes qui se trouvent en version, donc, obligatoirement, il est homozygote, petit t, le génotype homozygote. Pour l'individu 3,2 ici, 3,2 il s'agit, c'est un individu qui est sain et qui a donné un enfant malade, le père d'un enfant malade, et donc obligatoirement, il a transmis l'ARN responsable de la maladie à sa fille, et donc son génotype, il est hétérozygote, grand N, petit t. Sachant que pour les symboles, puisque la responsable de la maladie est récessive, donc on signale obligatoirement ici, on va noter pour petit t pour la responsable de la maladie et grand N pour la normale. On continue pour 3,6. Voyons 3,6, c'est une femme ici, c'est un individu qui est sain. Il n'y a pas une indication, ni une indication des parents. Les parents ne disent pas une indication sur est-ce qu'il est atteint ou non. Il n'y a pas de descendant. Et donc, pour déterminer le type de cet individu, donc il y a deux possibilités, soit grand N, soit grand N, petit t, soit homozygote, soit hétérozygote. Passons maintenant à la question suivante. Qu'est-ce qu'il dit à la question? Calculez en justifiant votre réponse la probabilité pour que chacun des deux individus 4, 8 et 4, 9 soit hétérozygote. Pour répondre à cette question, repérons dans l'arbre généalogique. Donc, c'est une demande de calculer la probabilité pour que chacun des deux individus 4, 8 et 4, 9 soit hétérozygote. Où se trouvent 4, 8 et 4, 9? Repérons dans la quatrième génération. Voilà les individus 4, 8 et voilà l'individu 4, 9. Elles sont issus de quoi? Sont issus de parents qui sont hétérozygotes. Pourquoi hétérozygotes? Parce que toujours ils ont des frères et des sœurs, par exemple ici, l'individu 4, 8, et là un frère qui est malade. Et donc obligatoirement, ses parents sont hétérozygotes. La même chose pour l'autre individu. Ses parents sont hétérozygotes. Et donc, puisqu'ils sont hétérozygotes, ils vont donner deux phénotypes. Le phénotype qui est normal, 3 quarts, et le phénotype qui est malade, 1 quart. Donc, 3 quarts, normalement. Donc, si on dit que l'homme 4,8 et la femme 4,9 sont sains, et chacun d'eux a un frère atteint de bêta-thalassémie, donc les parents sont hétérozygotes grand N, petit t. On va essayer de démontrer, donc pour démontrer et trouver la probabilité, on fait une interprétation, par exemple, chromosomique dans notre feuille de Brouillon. Ce n'est pas demandé, mais ça va faciliter la réponse, trouver la réponse à cette question. Notez bien, on va faire le croisement. Grand N, petit t fois grand N, petit t pour les deux parents. Donc, chacun va donner 2 gamètes et vont donner un quart grand N, un demi grand N petit t, un quart petit t. Donc ici, le phénotype c'est normal. Dans le phénotype normal, on trouve 2 génotypes. Un génotype, un quart grand homozygote, et l'hétérozygote, un demi. Donc qu'est-ce qui bien constitue ce qui est hétérozygote par rapport aux normaux? Notez bien, par rapport aux normaux, 2 parmi 3. Donc, 2 possibilités parmi 3 ont un génotype qui est hétérozygote. Et bien évidemment, quand on dit 2 parmi 3, ça veut dire 2 tiers. Et on note ça. La probabilité que chacun des deux individus soit hétérozygote est 2 sur 3. Donc, l'autre
trouver des difficultés, il se fait une démonstration dans votre support. Oui, en respectant vol étudié. Comme ça, à réponse. Continuons maintenant. Ce qui est demandé après, la question suivante, dans le cas du mariage des individus 4,8 et 4,9, calculez en vous aidant d'un échiquier de croisement la probabilité d'avoir un enfant thalassémique. Pour ces deux individus qu'on a parlé, et il nous demande de calculer la probabilité pour que leur enfant soit thalassémique. Donc pour répondre, toujours notez bien les deux individus qu'on a déjà parlé. On a déjà parlé de la probabilité pour qu'elle soit hétérozygote qui est de 2 tiers. Et donc ici, notez bien, puisqu'ils sont, le cas de hétérozygote, 2 tiers, et quelle est la probabilité pour qu'il donne un enfant qui est malade. Donc nous devons faire un échiquier de croisement. Chacun produit deux types de gamètes, un demi, un demi. La même chose pour l'autre, un demi. Et donc quelle est la probabilité pour que l'enfant soit malade? C'est un quart. Petit t, c'est un quart. Après, puisqu'on a trouvé un quart, et sachant que on a trouvé que la probabilité pour qu'elle soit hétérozygote est de 2 tiers, la même chose pour la femme, donc il faut multiplier ces probabilités, 2 tiers pour l'un des parents, 2 tiers pour l'autre, fois un quart pour trouver. On sait la probabilité pour que les deux individus, 4, 4 et 4, 9, 4 8 pardon, et 4, 9, 6 sont hétérozygotes, donnent un individu atteint de la maladie qui est de un quart. Donc, c'est un quart. Et après, pour calculer, on va multiplier un quart fois 2 tiers qui donne, c'est le 1 neuvième. C'est la probabilité pour qu'il soit atteint de la maladie. Ça concernant l'exercice pourtant sur la transmission de l'information génétique et aussi sur la génétique humaine. Maintenant, on va passer au deuxième exercice sur l'étude quantitative de la variation. Lisons l'énoncé de cet exercice. Pour mettre en évidence le degré d'efficacité de la sélection artificielle dans la sélection des races pures, on propose les données suivantes. Un agriculteur veut se spécialiser dans la production d'une espèce de plante à fleurs à bulbe qui se vend bien chez les fleuristes après avoir semé les graines de cette espèce. Elle obtient une population P1 en un tiers. Les fleurs sont difficiles à vendre car leur tige florale est trop courte. Voyons la difficulté C, donc florale alors très courte. Ceci l'a poussé à étudier la variation de la longueur de la tige florale chez les individus de cette population. Donc, notez bien l'objectif pour mettre le degré d'efficacité de la sélection artificielle. Notez bien une question portant sur la sélection artificielle dans cet exercice. Donc, nous allons poser ces informations. La courbe 1, notons ici qu'il y a 3 courbes. Le document 50 présente le polygone de fréquence de la longueur de la tige florale chez les individus de la population P1. La première question, décrivez la distribution des fréquences de la longueur des tiges florales chez la population P1. Que dites-vous concernant cette distribution? Donc, pour répondre, revenons. Donc, ici, c'est une question qui est composée, notez bien, description et déduction concernant cette distribution. On parle ici de la courbe 1. Notez bien, la courbe 1, voyez-vous ce polygone. Donc, il nous donne une idée sur quoi? Sur la répartition, les valeurs de la variable, entre à peu près 25 à 70 cm pour la longueur de la tige, des tiges florales. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme information? Notez bien, ici on se réfère à ce qu'on a vu au cours de l'étude de la variation, l'étude de la variation, surtout
premier axe sur la représentation graphique, l'importance de la représentation graphique. Il nous permet de dégager le mode. Voyez-vous le mode ici, il est unimodal. Donc on dit, d'après la distribution, il est unimodal, à peu près dans la valeur, donc le polygone il est unimodal. Le mode il est à peu près de 47,5 cm. Aussi, on trouve, nous donne une information sur les valeurs. Il y a une dispersion ici entre 25 à 70, 75 cm. Ce sont les valeurs de la longueur de tige florale chez cette population P1. Maintenant, conclusion. Quelle déduction peut-on tirer? On déduit que la population elle est homogène vu qu'il est unimodal. Continue. Obtenir une quantité de plantes des fleurs à tige longue, il réalise une autre fécondation des fleurs de la population P1. La longueur de la tige florale est comprise entre 65 cm et 70 cm. Il obtient ainsi des graines dont la germination donne une population P2. La courbe 2 du document ci-dessus représente le polygone de fréquence de la longueur de la tige florale chez les individus de la population P2. Deuxièmement, A. Décrivez la distribution des fréquences de la longueur des tiges florales chez la population P2. Que déduisez-vous en ce qui concerne la sélection pratiquée par l'agriculteur? Deuxième question. B. Détermine si les résultats obtenus après la sélection sont en accord avec votre déduction en réponse à la question 1 qu'on a déjà répondu concernant la population P1. Donc, commençons par les A, description de la distribution de la fréquence des tiges florales chez la population P2. Et il nous demande aussi une déduction concernant la sélection pratiquée. Qu'est-ce que vous observez, chers élèves? Ici, on trouve, donc concernant la population P2, qu'on trouve que le polygone, comment il est noté? C'est la courbe 2, il est aussi unimodal. Et le mode, il est de combien ici? C'est à peu près, on fait la projection. Donc, c'est quoi le mode? C'est la valeur variable qui a le maximum ou un effectif plus élevé dans la population. Donc, ici, le 68 cm. Et aussi, la dispersion, elle est encore, on trouve, c'est entre 45 jusqu'à à peu près proche de 90 cm. De 40 à 90 cm, on trouve toujours, il y a une dispersion. Et donc, que déduisez-vous à partir de cette description? Donc, on déduit que, est-ce qu'il est efficace, la sélection, il a permis d'isoler une population? On dit qu'il est efficace car il a permis d'obtenir une population qui est homogène P2 et dont le mode caractérisé par des individus du tige floral plus longue en comparaison avec celle des individus P1. Donc, il a permis d'isoler une autre population homogène, unimodale. On passe à la question B, déterminer si les résultats obtenus après la sélection sont en accord avec votre déduction en réponse à la question 1. Donc, regardons ici pour le résultat. Normalement, la sélection pratiquée qu'on a déjà répondu, qu'il est efficace, donc car elle n'exige pas. Donc, concernant la deuxième question, puisque la sélection pratiquée par l'agriculteur est efficace, dans la population P1, à l'origine, il est hétérogène, car il a permis d'isoler une population qui est homogène. Donc, rappelez-vous lorsqu'on a parlé de race. Donc, la sélection efficace, il y a une variation de la population. Et la population d'origine homogène aussi. Contrairement à la déduction faite à la question numéro 1, la population est formée de 2 races au plus, parce qu'il a donné des populations
diffèrent et donc on arrive à répondre à la notion de la sélection. Sélection pratiquée par l'agriculture. Chers élèves, on a à terminer cette série. On a fait la correction de l'école. Je vous invite à traîner sur l'examen des années précédentes et je vous souhaite chance pour votre